Bonjour, ce matin pour le Soliflare, j'ai eu envie d'être dans l'air du temps, de saison. J'ai été d'humeur un peu grivoise, donc j'ai choisi une œuvre assez coquine pour ce mardi matin. Pour vous donner des indices, parce que j'aime bien faire ça, essayer de vous faire deviner de qui il s'agit aujourd'hui. C'est donc un artiste dont un portrait a été retrouvé complètement par hasard il y a quelque temps et qui sera mis en vente très prochainement. Et cette œuvre s'intitule Le philosophe lisant. C'est aussi un artiste qui est surnommé le peintre du bonheur. Et l'œuvre que j'ai choisi de vous présenter ce matin, eh bien, concernant sa manière dont elle a été décrite et considérée, on parle de marivaudage badin ou encore un spécimen fidèle de l'art fripon à l'époque de Louis XV. Et donc, vous avez compris, je vous fais partir au siècle des Lumières, à l'époque de Louis XV, et l'œuvre que je vous présente ce matin est L'Escarpolette de Jean-Honoré Fragonard. Alors, ce sont les hasards heureux de l'Escarpolette, qu'on surnomme plus souvent l'Escarpolette. C'est une œuvre qui a été peinte entre 1767 et 1768, qui mesure 81 sur 64,2 cm. C'est une mise sur toile et elle se trouve dans la Wallace Collection de Londres. C'est donc un tableau qui a été peint à la demande d'un commanditaire et on voit vraiment tout ce qui caractérise le rococo, c'est-à-dire une nature foisonnante. On est dans cette forêt et on voit déjà une composition assez intéressante parce que ce rideau de décor dans le fond eh bien, nous amène, grâce à une ligne diagonale ici, une ligne lumineuse, va nous orienter le regard vers cette jeune femme qui se trouve au centre et qui est donc installée sur une escarpolette, c'est-à-dire une balançoire. Et cette balançoire est activée à l'arrière par un homme qui tient tout simplement des cordes et qui va pouvoir la tirer vers lui et pouvoir la repousser. Et on voit également que tout se passe sur le bas du tableau. Si on regarde le haut, il n'y a que de la nature. Et si on s'arrête sur le registre bas du tableau, on voit qu'on a au centre cette jeune femme qui est tirée par un homme qui se trouve derrière elle. Et caché devant elle, eh bien, il y a dans un buisson très verdoyant et très fleuri, vous avez un jeune homme qui la regarde et qui est littéralement en train de se rincer l'œil puisque grâce à son mouvement de pied où elle envoie valser sa mule, eh bien, il a une vue plongeante sous ses jupons, sous sa jupe. C'est donc ce qu'on va appeler de la peinture érotique, il y a un côté voyeuriste, c'est vraiment le galant aussi de l'époque, il y a beaucoup d'élégance, marqué malgré l'aspect extrêmement grivois de l'œuvre. Alors, le commanditaire a été très clair. Il a dit, je désire au roi que vous bénissiez, madame, sur une escarpolette qu'un évêque mettrait en branle. Vous me placerez de façon, moi, que je sois à portée de voir les jambes de cette belle enfant, et mieux même, si vous voulez, égayer davantage votre tableau. Alors, on voit que le commanditaire est un baron. C'est donc François-David Beaulieu de Saint-Julien, baron d'Argental, qui est le receveur général du clergé, c'est-à-dire qu'il collecte les impôts pour le clergé, et il va vouloir une œuvre représentant tout simplement sa maîtresse et lui-même sur l'œuvre. Et on voit qu'au départ, il voulait y placer un évêque. Alors, le côté anticlérical ne va pas plaire à Fragonard, et on voit déjà dans la volonté de l'artiste, eh bien, il va remplacer le religieux par un homme. Et puis certainement, le mouvement de la mule qui s'envole eh bien, est une volonté et un côté un petit peu plus saugrenu que va rajouter l'artiste. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à l'origine, le peintre qui a été sollicité pour réaliser cette œuvre, eh bien, c'était pas du tout Fragonard, c'était Gabriel François Doyen, qui est un peintre d'histoire, qui est un peintre reconnu, qui en 1767 présente au salon Le Miracle des Ardents, qui va faire sensation, qui est vraiment une œuvre religieuse qui montre cet artiste qui a un parcours. Il va passer le Grand Prix de Rome, il va devenir ensuite un membre de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, vraiment un artiste qui est un peintre d'histoire, qui a un style aussi, c'est assez baroque au niveau du jeu, des couleurs, au niveau de la torsion aussi. Il y a quelque chose de très théâtral. Doyen travaille aussi le pathétique
dans son œuvre. Et vous pensez bien que pour un artiste qui fait de la peinture d'histoire, qui a un aspect très moral aussi dans sa pratique artistique, ne va pas du tout accepter ce type de demande. Et ce serait même lui qui aurait orienté le baron vers Fragonard. Fragonard qui lui aussi fait ses preuves, hein. Quand il réalise le tableau, il a à peu près 35 ans. Et donc, il est né en 1732 dans la ville de Grasse. En 1738, sa famille s'installe à Paris avec lui et très rapidement, on va le laisser suivre une carrière d'artiste. Il rentre chez Chardin, dans l'atelier de Chardin, donc ce sont les peintures de genre, mais aussi les natures mortes. Il va ensuite rentrer dans l'atelier de Boucher. Alors Boucher, ça va être ce qu'on appelle les pastorales, donc on est déjà dans le style rococo, on est dans cette référence à la nature, mais ce côté galant, très frivole aussi de la peinture. Et Fragonard se forme. Ici, avec Jéroboam sacrifiant les idoles, eh bien, on a sa pièce qu'il va présenter pour le concours du Grand Prix de Rome. Et on voit que Fragonard est un artiste qui sait peindre et qui sait répondre au code de la peinture d'histoire. Ce sont des peintures qui racontent des grands événements. Il y a une théâtralité, il y a un jeu des lignes avec les compositions entre les couleurs qui vont venir ponctuer les tenues ou encore les personnages qui vont marquer des lignes conductrice. Il part donc en Italie, donc il gagne le Grand Prix de Rome, il passe par l'école royale des élèves protégés, il va se former au paysage, il va rencontrer les grands maîtres, et déjà à Rome, alors que normalement il ne devrait pas, puisqu'il est encore étudiant et encore en formation, il va accepter une commande et il va réaliser l'enjeu perdu, le baiser gagné ici, et on voit qu'il y a une vraie transition aussi dans le travail de Fragonard, par cette touche, par ce jeu des couleurs, c'est beaucoup plus voluptueux, c'est beaucoup plus enveloppant, il y a une tonalité et en même temps c'est vraiment une scène galante et même une pastorale puisqu'on a ce berger qui se trouve ici et on voit qu'ils ont joué aux cartes, la jeune fille a perdu et elle est maintenue par la deuxième jeune femme de l'autre côté de la table pour recevoir son gage qui est d'être embrassée par le berger. Alors, il y a quand même une brutalité assez rustique, hein. Dans certains tableaux, on peut parfois parler aussi du problème du consentement, encore aujourd'hui. Mais en même temps, on voit que Fragonard, il s'adapte. Et c'est vrai que les hasards heureux d'Escarpolette répondent à ce style du rococo. On a la théâtralité, on a le jeu des couleurs pastel. Vous allez avoir ce côté licencieux aussi, hein, c'est libidineux, c'est galant. Et ça correspond à tout un goût de l'époque. Pour retracer un petit peu le contexte, au XVIIIe siècle, on est après l'époque de Louis XIV. Louis XIV est décédé, il avait mis en place un style assez austère, même si à la fin de son règne, on a un nouveau genre qui apparaît avec des décors de boiserie blanche, rehaussés à la dorure, on a un décor plus léger. Et quand il décède, c'est Philippe d'Orléans, le régent, qui prend la relève. La cour quitte Versailles, retourne s'installer à Paris. Et là, on va avoir dans les décors des hôtels particuliers, des pièces plus intimes, comme le boudoir qui se met en place. Et on a un décor beaucoup plus intimiste. Et on va avoir cette volonté de créer cette atmosphère et on a cette référence à la nature qui apparaît et aussi aux scènes très intimes et assez galantes. Donc on va avoir bateau, on a boucher et l'escarpolette rentre pleinement eh bien, dans ce jeu de la séduction, de la galanterie et de l'érotisme. D'ailleurs, Fragonard, là, maintenant qu'on connaît très bien, eh bien les volontés du commanditaire, il a une composition en croix. Ici, on voit bien qu'on a ce faisceau de lumière qui nous amène sur la jeune femme. On a l'escarpolette qui, dans son mouvement de balancier, eh bien, donne une composition en croix. On a un jeu de triangle qui se fait entre les trois personnages. Et d'ailleurs, elle est au centre, cette demoiselle. Donc, c'est elle qui mène le jeu aussi. Et on va retrouver tous les personnages et on comprend mieux leur positionnement. Vous avez à l'arrière cet homme qui, le sourire aux lèvres, est en train de balancer son épouse. Eh bien, c'est le mari, c'est donc le cocu, avec la jeune femme au centre et l'amant qui se trouve en contrebas. Vous avez un très joli jeu de regard aussi entre les deux qui montre la complicité et aussi la conscience de la scène qui est en train de se passer. On va avoir des éléments qui nous permettent de comprendre ce libertinage et aussi cette faute qui est en train de se faire. Vous avez cette jeune femme qui balance, qui jette sa mule dans les airs, elle montre ses chevilles. Et ça, c'est de l'érotisme pur à l'époque du XVIIIe siècle. C'est vraiment une zone très érotique. Et puis surtout, elle lève sa jambe
Et l'amant, donc le baron, a une vue plongeante sur ce qui se passe sous la jupe. Alors moi, durant ma formation, on m'a appris qu'elle portait certainement une culotte fondue. En réalité, elle porte peut-être rien aussi. Hein. Elle peut avoir la culotte fondue ou encore rien. Et surtout, toute cette scène est en train de se tramer sous les yeux d'un petit chien ici qui est en train d'aboyer, qui est quand même le symbole de la fidélité, qui est en train de crier scandale sur cette scène qui se déroule sous ses yeux, alors que vous avez ici eh bien, l'amour menaçant, qui est d'ailleurs une référence à une œuvre existante de Falconet, et qui est en train de nous appeler au silence. Donc on est complice de ce qui est en train de se dérouler sur cette scène, mais c'est une scène qui est pleine de sexualité et pleine d'érotisme. D'ailleurs, il y a ce côté dans cette robe à la française en soie rose, il y a beaucoup de mouvements, il y a quelque chose de très flottant, de très léger, et ça aussi, c'est dû aussi à la touche de Fragonard, qui a une touche très spontanée, très vive, et on voit ici, en zoomant un peu plus, qu'on va avoir, grâce à cette spontanéité, eh bien, tout ce jeu qui va donner ce côté très envolé, très léger. Fragonard, il va peindre aussi des portraits de fantaisie, et on sait qu'il pouvait peindre un portrait en 1 heure, tellement qu'il peint extrêmement rapidement. Cette œuvre, aussi scandaleuse qu'elle soit, sera aussi d'un très grand succès. Vous aurez une gravure qui sera réalisée en 1782, donc très peu de temps après la réalisation de l'œuvre, qui va permettre la diffusion de l'œuvre. Dans les ateliers de Fragonard, vous aurez également une copie qui sera faite de cette œuvre, où on voit quelques changements. Le mari est plus jeune, vous avez le petit chien qui a disparu, et vous avez également l'amour menaçant qui a laissé place à un vase. Donc, on a quand même vraiment une œuvre qui est assez emblématique dans le travail de Fragonard. C'est une œuvre qui va avoir énormément d'influence à travers le temps, parce qu'au XIXe siècle, on va retrouver des références à l'escarpolette. Au XXIe siècle, ici, avec Chauny Barré, même si le propos artistique n'est pas le même, on va retrouver une référence complète aussi à cette escarpolette. Et donc, cette œuvre de Fragonard, elle est très emblématique parce que déjà, il représente le style rococo, même si on arrive sur la fin du goût rococo. C'est une œuvre qui va être très importante dans la carrière de Fragonard, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il décidera de faire uniquement des peintures pour une clientèle privée. Il va refuser de travailler pour la couronne. Et c'est aussi une œuvre qui est caractéristique et qui nous montre aussi une manière de vivre, ce côté où on recherche le bonheur, hein, avec cette période des philosophes, où on va se poser la question de la liberté de penser et de cette recherche du bonheur qui peut être liée aussi à la recherche des sens et au plaisir des sens. Donc ce tableau reflète aussi le courant de pensée et la mentalité de toute une société au XVIIIe siècle en France. C'est aussi un goût qui va passer et qui laissera place au néoclassicisme. C'est pour ça que le tableau va perdre vraiment de son intérêt, sera vendu et va partir dans des collections anglaises pour entrer à la Wallace Collection de Londres. Parce que après le rococo, c'est un retour à l'austérité et c'est un retour au néoclassicisme. Et vous en avez un très bel exemple ici avec le Sermon des Horaces de David. Donc voilà tout ce que je voulais vous raconter sur cette œuvre. Tout ce qu'elle contient, malgré son côté très léger, c'est une œuvre extrêmement importante, pleine de symboles. Petit rappel des prochains rendez-vous. Dimanche 18, c'est Mélanie qui vous parlera du pop art. Le vendredi 23, je vous fais l'intégrale sur la Galerie des Glaces sous toutes ses facettes. Et Mélanie vous réserve une prochaine surprise pour le saut du flard qui aura lieu le 27 avril. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.